pour participer à cette table ronde, même si les lieux ne sont pas tout à fait ceux d'une table ronde. Donc, on va commencer parce que, à la suite de votre audition, on a les deux ministres, Madame Pannier-Runacher et Monsieur Béchu, et donc on ne peut pas se permettre de prendre trop de retard. Et le président de la FNIM nous rejoindra en cours d'audition. Donc, nous poursuivons aujourd'hui nos travaux par une table ronde, je l'ai dit, autour des acteurs de l'immobilier sur la rénovation du parc privé et des copropriétés. Donc, nous recevons 9 acteurs du secteur de l'immobilier. L'Union nationale de la propriété immobilière, l'UNPI, une association qui assure la défense des intérêts des propriétaires privés, qui est représentée ici par M. Alexis Lagarde, président de l'UNPI des Pays de la Loire. La Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, qui regroupe les professionnels de l'immobilier, qui est représentée incessamment sous peu par M. Loïc Quentin, président, et qui devrait être accompagné par son chef de cabinet, Mme Bénédicte Rouault. L'association Pluriance, qui regroupe des professionnels de l'immobilier, représentés par M. Étienne Dequirez, président. Ah ben voilà, je parlais de la... Ah non. Et par M. Pierre Autus, délégué général. L'association UNIS, qui regroupe les professionnels de l'immobilier, représentés par M. Pierre. Non, Pierre, il faut mieux que tu te mettes ici. Là, c'est... Représenté par M. Olivier Safar, président adjoint de l'UNIS et président de l'UNIS Grand Paris. L'Association nationale des gestionnaires de copropriété, qui représente les intérêts des gestionnaires, des comptables et des assistants de copropriété, représentés par son président, M. Gilles Frémont. Le réseau d'agences immobilières en franchise Guy-Hockey l'immobilier, représenté par Mme Delphine Herman, directrice des relations extérieures. L'entreprise de gestion immobilière Foncia ADB, représentée par Mme Laurence Battle, présidente. Le groupe Nexity, représenté par Mme Karine Olivier, directrice du pôle service aux particuliers, et Florence Rognard, responsable des affaires publiques. Et enfin, la Fédération des promoteurs immobiliers de France, la FPI France, représentée par M. Pierre Vital, président de la FPI Nouvelle-Aquitaine et de la commission FPI France Réhabilitation, Extension, Rénovation, par M. Franck Ovorka, directeur technique et innovation, et par Mme Anne Perricot, directrice des relations institutionnelles. Voilà, mesdames, messieurs, vous représentez la diversité des métiers de l'immobilier en tant que représentants d'agences immobilières, de promoteurs ou d'administrateurs de biens. Alors que nous arrivons pratiquement au terme de nos auditions de notre commission d'enquête qui nous ont occupés depuis la fin du mois de janvier sur la rénovation énergétique des bâtiments, il nous est naturellement paru nécessaire d'associer bien sûr les acteurs de la filière de l'immobilier qui participent à la rénovation énergétique des logements. Vous allez sûrement l'évoquer dans vos interventions liminaires les uns les autres. Les politiques publiques d'accélération de la rénovation énergétique sont d'abord, pour votre secteur, génératrices de contraintes. Et nous en sommes pleinement conscients ici au Sénat. J'aimerais ainsi vous entendre sur les conséquences sur le marché de l'immobilier du calendrier mis en place et tel qu'il a été voté de la loi Climat et Résilience de 2021 qui prévoit une interdiction progressive des passoires énergétiques, mais dans des délais relativement courts. J'aimerais également connaître votre regard sur d'éventuelles nouvelles obligations qui pourraient peser sur le secteur immobilier. Certains acteurs proposent par exemple une obligation de rénovation lors de la vente de biens. Le marché de l'immobilier est-il en mesure de faire face à de nouvelles contraintes de ce type? Cette audition doit également nous permettre, au-delà des enjeux spécifiques au marché de l'immobilier, d'identifier les freins spécifiques à la rénovation énergétique des logements en copropriété. L'Observatoire national de la rénovation énergétique, que nous avons auditionné, a évoqué un retard des logements collectifs dans la rénovation énergétique des bâtiments, mais nous pouvons, nous aussi, directement sur nos territoires, pouvoir quand même le constater.
Et cela, malgré les dispositifs d'aide spécifiques existants, MaPrimeRénov' copropriété, Éco-PTZ copropriété. Quels sont, selon vous, les freins spécifiques à ces rénovations? Et surtout, comment peut-on accélérer la rénovation énergétique des copropriétés alors que pour atteindre les objectifs ambitieux fixés au plan national, une accélération paraît indispensable? Enfin, hier soir, la Première ministre a conclu le Conseil national de la refondation sur le logement, annonçant notamment le renforcement de MaPrimeRénov' pour atteindre 200 000 rénovations performantes en 2024, le déploiement des guichets France Rénov' et de Mon Accompagnateur Rénov' d'ici 2025. Je ne parle que des mesures qui ont été annoncées concernant la rénovation énergétique, mais sur le reste, on a tous été quand même assez surpris par les annonces qui ont été faites hier. Estimez-vous ces propositions suffisantes au regard de celles formulées par le groupe sur la transition écologique dans le logement? Avant de vous laisser la parole pour répondre déjà à ces premières questions et pour des propos introductifs dans l'ordre que vous souhaiterez faire, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Mais il me revient également de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. C'est la raison pour laquelle je vous invite tour à tour à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Après ce formalisme, mais qui est obligatoire dans le cadre d'une commission d'enquête, eh bien vous prendrez la parole pour un propos liminaire les uns et les autres, et ensuite, monsieur le rapporteur et les membres collègues qui sont donc ici présents et qui assistent à cette audition pourront également, bien sûr, vous poser un certain nombre de questions. Monsieur Lagarde, si vous voulez bien, on commence par vous. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Eh bien, je vous remercie. Je vous laisse la parole. Alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va peut-être commencer par vous et puis dérouler dans l'ordre dans lequel vous êtes assis autour de cette table, si vous le voulez bien. Monsieur Lagarde. Très bien. Merci de me donner la parole. J'ai vu qu'il y avait plusieurs commissions. Appuyez sur le micro. Oui, merci. Oui, merci de me donner la parole. J'ai regardé quelques commissions déroulées, donc il y aura des répétitions, j'imagine. Ce qui nous apporte, nous, c'est le DPE. En fait, quand on est malade, on s'inquiète de voir un thermomètre qui donne des températures différentes, suivant le médecin qui vient. Et ça, c'est très inquiétant. Alors, chez nous, nos adhérents, en fait, ont un problème de confiance. La confiance est rompue, c'est-à-dire que aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Ils partent au plus pressé, c'est-à-dire éviter les interdictions. Et encore, c'est aussi retirer du marché un certain nombre d'appartements, de maisons. Moi, j'ai retenu dans la commission patrimoine et aussi la commission ADEME que la priorité, c'était quand même de faire une rénovation globale. On est complètement à côté de la plaque. On le voit, les gens nous contactent pour faire un minima. J'ai beau leur expliquer dans les assemblées générales et des réunions comment il faut procéder, il faut viser au minimum le C pour être tranquille pendant un certain temps. Mais ça, on ne fait que repousser quand même. Le DPE, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on va rénover pour après retourner encore à nouveau rénover le même logement. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas fait la totalité. Et j'ai oublié de préciser, je suis dans le bâtiment depuis 40 ans. Je suis ingénieur et j'avais un territoire important dans une société internationale. Donc je connais bien les problèmes de pathologie. J'avais en charge toute la pathologie, la réflexion autour de ça. Et donc le bâti ancien, ça a été évoqué, c'est avant 1948. Les bâtiments, de toute façon, s'ils sont maltraités, s'ils ne respirent pas, c'est la catastrophe annoncée. Je ne vous parle pas de la mérule et tout le reste, il n'y a pas que ça. Donc on a une perte de qualité du bâti, voire son effondrement.
Marseille, je ne sais pas si c'est ça, mais on ne peut pas évoquer ce genre de choses. Mais pour les bâtis plus récents, c'est vrai qu'on peut travailler de manière plus efficace, tant qu'on n'est pas dans les périmètres de sauvegarde. Donc, nous, on n'est pas du tout opposés à la mise en place de ça, mais de manière intelligente et pragmatique. On a évoqué ça lors de nos réunions avec les ministères. C'est déjà des sujets que tout le monde connaît. Je ne vais peut-être pas prendre plus la parole. Alors, pour moi, la confiance, et ça passe aussi par le législatif et aussi la fiscalité. Parce que là, il y a une instabilité. Vous savez bien comment sont les Français. Voilà. Bon, je laisse la parole. Je reprendrai peut-être tout à l'heure, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole maintenant à monsieur. Je vous remercie. D'abord, alors, Pluriance représente, comme d'autres associations qui sont présentes, en particulier les syndics de copropriété. Et syndic de copropriété, c'est une profession réglementée, comme vous le savez. Donc, et nous sommes au cœur de la gestion des copropriétés, par définition, que ce soit la gestion administrative, la gestion sécuritaire et bien sûr tout ce qui concerne la rénovation des différentes installations de l'immeuble jusqu'à la rénovation énergétique. Donc d'abord, je vous remercie de nous avoir invités parce que dans les propos notamment qui ont été donnés dans les journées précédentes, voire celles d'hier, le mot syndic n'est jamais sorti. Ce qui est un peu gênant, parce que je pense qu'une rénovation énergétique du monde de la copropriété sans les syndics, c'est une rénovation qui sera très très difficile et très longue. Sur les sujets, nous, qui nous importent beaucoup, nous sommes tous acteurs, nous, syndics, de la rénovation et nous la voulons. Il n'y a aucune résistance dans la profession pour dire que nous sommes contre la rénovation, ça n'est pas un sujet. Nous sommes plutôt dans une vision très pragmatique de comment, donc vous l'avez très bien évoqué. Et le comment, c'est 3 points essentiels. Le premier, c'est le financement. Je pense que mes collègues vont revenir sur le sujet. Donc là, je laisserai la parole et reviendrai si besoin. Donc le financement de cette rénovation, et notamment le financement bancaire, qui est le plus gros sujet pour moi. Vous avez un deuxième sujet qui est un tout petit peu technique, mais quoique, qui est cette dichotomie diagnostic individuel et je vais dire diagnostic collectif, plus exactement DPE collectif pour les puristes, mais on va voilà, où la rénovation est considérée, vous l'avez dit, comme une rénovation efficace si elle est globale. Et la loi impose un diagnostic individuel opposable. Donc là, on n'est pas tout à fait sur les mêmes terrains de jeu, ce qui pose beaucoup de difficultés. Et puis le troisième, là c'est un peu plus classique, c'est le nombre de subventions, puisque moi j'en dénombre 14 qui viennent s'empiler. Alors, il faut se louer qu'elles existent. Il faut rappeler qu'elles peuvent contribuer jusqu'à 30-35% du coût de la rénovation. Donc ça, il faut se féliciter qu'elles existent. Mais il y a forcément des choses à imaginer pour qu'elles soient plus efficientes et pratico-pratiques. Voilà. Bon, pour l'UNIS, donc moi je suis donc Olivier Safar. Je suis en même temps, parce que je dois vous déclarer, l'ancien membre du conseil d'administration de l'ANA, puisque j'ai été remplacé dans ces fonctions par Loïc Quentin, président de la FNAIM début d'année, et membre du CNR Logement sur la partie rénovation énergétique. Vous avez bien compris que ce que l'on a entendu hier nous a fortement déçus, et je suis poli, ça ne correspond pas du tout à ce que nous avons travaillé, mis en place, écrit, réécrit, et on avait même proposé de rajouter un complément sur cette partie rénovation énergétique pour faire la distinction de maisons individuelles d'un côté et copropriété de l'autre côté. Pour une fois, on avait une vision qui allait dans le bon sens. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, le calendrier est complètement inadapté. En copropriété ou en gestion locative, nous sommes bloqués par des impératifs d'agenda qui ne sont pas les bons. En copropriété, en moyenne, pour arriver à faire des travaux, et on est tous volontaires, que ce soit les copropriétaires, les syndics, mais aussi les entreprises, c'est globalement entre 3 et 5 ans. C'est-à-dire que ça rentre dans la tête d'une copropriété, ça avance, on fait une analyse, on présente les choses à une première assemblée générale, on va à une deuxième assemblée générale pour le voter, on obtient les subventions l'année suivante avec les financements, s'il y en a, et derrière, on fait les travaux, donc en moyenne, vous êtes parti sur 4 ans ou 5 ans. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, on est inadapté en copropriété parce qu'il faut respecter ce calendrier. Le deuxième inadaptation de calendrier, c'est par rapport au DPE individuel quand vous êtes propriétaire bailleur. Et là, vous vous retrouvez dans des complications qui sont violentes. On se retrouve dans certaines assemblées générales avec une opposition entre copropriétaire occupant et copropriétaire bailleur.
Pourquoi? Parce que l'occupant, lui, il n'a rien à faire. Le bailleur, il est coincé par ces dates 2023, 2025, et on va dire le plus rapidement possible, mais sans faire la partie complète de la copropriété ou de l'immeuble, on n'y arrivera pas. Deuxième point, c'est le fléchage des aides. Je ne vous cache pas qu'à l'origine, quand on a demandé des aides à l'ANA pour aller sur ma prime Rénov Copro et ma prime Rénov Globale, j'avais demandé à ce que l'on flèche le montant qui est attribué d'un côté aux maisons individuelles et de l'autre côté aux copropriétés. Cette disposition n'avait pas été reprise par Bercy et ils avaient dit à le départ, on démarre avec 800 millions d'euros, débrouillez-vous. L'année suivante, on a demandé beaucoup plus parce que l'utilisation a été faite en maisons individuelles à 99%. Pour tout vous dire, hein, ma prime Rénov Copro, la première année, il n'y avait même pas 100 dossiers de déposés sur 550 000 syndicats de copropriété. Voilà où on en était. Et dernier point, c'est le guichet. Guichet unique pour toutes ces aides. Et Étienne de Quirez a raison. Lui, il en a dénombré 14. J'en ai dénombré un peu plus. J'en suis à peu près à 19. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines aides complémentaires de certaines communes, de groupements de communes, certaines aides de certains quartiers avec des OPA complémentaires. Le dernier point, c'est le financement de tous ces points-là. J'ai demandé, suite à la lettre de mission qui a été faite par monsieur le ministre du Logement, donc Olivier Klein, qui a fait une lettre de mission à la Caisse des dépôts et à la Banque des territoires, la création de la banque de la rénovation énergétique. Cette demande, au départ, n'avait pas été entendue, pour ne pas dire autre chose. On était début janvier. La Caisse des dépôts et la Banque des territoires a repris contact. On leur a expliqué qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas que de copropriété. Il s'agissait bien évidemment de copropriété, mais aussi de propriétaires bailleurs, mais aussi de copropriétés tertiaires et aussi de certains logements sociaux qui avaient du mal à financer, à trouver les financements pour y arriver. Donc c'était une vraie banque de la rénovation énergétique. Elle n'a pas besoin d'avoir des agences dans toute la France, elle a besoin simplement d'être créée comme la Banque de finance des territoires, tout simplement. Ce point-là est une difficulté. Et surtout, on a dit que si on veut faire tout ça, il faut une loi de programmation de 5 ans, renouvelable 5 ans. Si vous n'arrivez pas à valider les choses pour que les copropriétaires, les propriétaires, les locataires comprennent qu'on est sur de la stabilité, on n'arrivera à rien. Ça change tous les ans, tous les 6 mois, tous les 3 ans, c'est trop. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, à l'ANA, les dernières modifications, on va arriver sur un système qui va être pilier performance, pilier efficacité. C'est les derniers points que l'on a en cours. Ça sera annoncé probablement le 12 juin prochain. Mais clairement, on augmente les montants, mais c'est trop de changements. C'est trop compliqué pour tout le monde. Et derrière, les dossiers à remplir, quand vous avez un dossier une fois, 2 fois, 3 fois, à la 5e fois, vous ne le remplissez plus. Parce que c'est tout en ligne à chaque fois sur chacun des portails. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Frémont, au nom de l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Bien, merci. Aujourd'hui, je représente les gestionnaires donc du terrain, syndics de copropriété également. Nous avons observé en copropriété 4 freins qui peuvent devenir 4 leviers s'ils sont inversés rapidement. Le premier frein est, comme mes confrères le soulignaient, la fluctuation des lois. Les lois changeantes, depuis 2014, nous avons eu loi Allure, loi Macron, loi Élan, loi Climat et Résilience, loi 3DS, que depuis 2014, sans compter l'avalanche de décrets et d'arrêtés. Nous avons comme outil le PPPT, le PPT, le DTG, l'audit énergétique, l'audit architectural, le DPE individuel, le DPE collectif, le DTG++ de l'Agence parisienne du climat, je travaille à Paris, subventionné, qui au passage gonfle les prix des prestataires. Et nous avons aussi les PPT des prestataires qui rajoutent commercialement certaines offres. Ces lois changeantes créent 2 choses. 1, de l'attentisme chez les copropriétaires. Il n'est pas rare d'entendre en Assemblée générale les copropriétaires nous dire d'ici à ce que ça change, autant attendre. Il est urgent d'attendre. Ça, c'est ce qu'on entend. Et la deuxième conséquence, c'est une formation constamment en décalage des professionnels, des praticiens, des gestionnaires de copropriété qui n'ont à peine le temps de se former que la loi a déjà changé. Le deuxième frein, c'est l'épargne en copropriété qui est insuffisante. L'ANA a révélé que le montant moyen du fonds travaux qui existe depuis la loi Allure en France était de 4 700 €. C'est ridicule. Il se voulait incitatif. Il y a des solutions pour favoriser l'épargne des copropriétés.
Troisième frein, simplifier le prêt collectif bancaire. Pluriance en a parlé, il y a 3 prêts bancaires différents aujourd'hui à l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965, dont le premier n'est jamais voté, puisqu'il se vote à l'unanimité. Or, c'est celui-ci qu'il faudrait mettre en place, c'est-à-dire le vrai prêt collectif accordé aux syndicats des copropriétaires, et non le prêt que l'on voit aujourd'hui, qu'on appelle le copro 100, qui est un faux prêt collectif. En réalité, c'est un prêt multi-individuel, qui est une usine à gaz à mettre en place. Aujourd'hui, moi-même, en tant que gestionnaire, je n'ose même pas le proposer à l'ordre du jour, tellement c'est une tannée. Il faudrait donc venir à un seul prêt collectif. Quatrième frein, la fiscalité et les aides publiques. On a clairement un manque de visibilité, un manque d'incitation. Nous avions observé que l'ancien crédit d'impôt transition énergétique, le CIT, parlait aux copropriétaires, puisque c'était quelque chose de concret et d'immédiat. Aujourd'hui, nous sommes sur MaPrimeRénov'. C'est quelque chose peut-être d'un peu plus abstrait, un peu plus lointain, un peu plus aléatoire. Manque de visibilité. On a énormément de guichets multiples. D'ailleurs, un guichet unique, il est fait pour être unique. Si on a plusieurs guichets, c'est plus un guichet unique, ce sont des guichets multiples. Aujourd'hui, on ne sait pas si notre interlocuteur est l'APC ou l'ANA, par exemple. Et on a un manque de visibilité sur la durée, puisqu'on ne sait pas si dans 4 ou 5 ans, lorsque les travaux seront réalisés, MaPrimeRénov' sera toujours existante. La TVA, nous avons observé également une progression de la TVA depuis 20 ans. À l'époque, elle était à 5,5% sur l'ensemble des travaux. Elle est passée à 7% et très rapidement à 10%. Ça a clairement enchéri le coût des travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le réseau des agences immobilières en franchise, Guy Hockey, Madame Herman. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais confirmer ce qui a déjà été dit par un de nos confrères. La rénovation énergétique, la transition environnementale des logements fait consensus au sein des professionnels de l'immobilier. Et nous cherchons tous à trouver des solutions pour avancer concrètement vers la réduction significative de l'impact environnemental du logement. En tant que professionnels, agents immobiliers, nous pouvons être un baromètre pour les pouvoirs publics de ce qui se passe sur le terrain, pour remonter des informations sur les besoins, les aspirations et les inquiétudes des Français en matière de logement et de rénovation énergétique. Donc merci de nous donner la parole. Notre rôle, c'est d'être un facilitateur, clairement, pour les Français. Donc nous sommes des alliés et nous avons conscience de la responsabilité que nous portons dans ce projet. Dans le réseau Guy Hockey, on a une particularité par rapport aux autres réseaux, c'est que la formation, et je pense que c'est un point stratégique pour bien conseiller et informer le particulier, la formation est gratuite et illimitée. Et depuis le début de l'année, nous avons dispensé 2300 heures de formation à l'ensemble des conseillers, que ce soit de gestion locative ou de transactions dans le réseau. Nous travaillons aussi avec des organismes comme les opérateurs de compétences des entreprises de proximité sur les sujets de formation et de financement des formations à la transition environnementale des logements. Nous travaillons avec l'ANIL, avec l'ANA, et nous avons mis en place des partenariats nationaux et locaux pour aider les particuliers aussi bien à trouver des financements, à adresser des aides avec la difficulté qu'on vient de voir, et à sourcer des entreprises reconnues garantes de l'environnement pour pouvoir réaliser les travaux. Donc nous sommes prêts, mais effectivement, pour répondre aux questions que vous avez posées, Madame la Présidente, nous avons besoin d'aide pour avoir les moyens d'inciter les Français, qu'ils soient en logement individuel ou en copropriété, à agir. Et nous avons envie aujourd'hui de vous alerter sur 3 points principaux. Certains ont déjà été soulevés, donc je ne m'attarderai pas dessus. Le premier point, c'est le diagnostic de performance énergétique. Tout d'abord sur sa fiabilité, effectivement, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet, un vrai enjeu. Il a été récemment démontré potentiellement qu'il pouvait impacter négativement les petites surfaces, notamment. Il est vrai aussi qu'on a 2 méthodologies au final qui survivent encore, si je puis le dire, en tout cas qui coexistent en fonction du cas du propriétaire, selon qu'on soit en transaction notamment, puisque l'ancienne méthodologie court encore pour certains. Donc comment, avec 2 méthodologies différentes, on a des propriétaires qui sont soumis aux mêmes contraintes, notamment d'interdiction d'augmenter les loyers ou d'interdiction bientôt de mettre à la location. Ça, c'est le premier point.
Et puis évidemment l'organisation de la filière des diagnostiqueurs. Alors je ne parlerai pas pour eux, je sais que vous avez déjà reçu ici la filière des diagnostiqueurs, mais c'est un des véritables enjeux pour nous pour accompagner les Français dans ce défi. Le deuxième point sur lequel nous avons besoin absolument d'avoir des renforts et des réponses, parce que nous constatons sur le terrain qu'ils ne sont pas encore adaptés aux besoins des Français, adaptés au pilotage de la transition environnementale dont nous avons besoin, ce sont les solutions de financement. Alors par solution de financement, bien entendu, on a beaucoup parlé des aides. Alors nous sommes conscients que l'État ne peut pas tout, même si effectivement il faut saluer le fait qu'il se soit mobilisé. Mais au-delà des aides et de l'avance, qui est souvent très difficile à faire pour les ménages d'ailleurs qui sont éligibles aux aides, le sujet c'est vraiment les solutions de financement privé. Donc j'entends effectivement par là les établissements bancaires. Et les établissements bancaires aujourd'hui nous objectent, à juste titre, qu'il est difficile pour eux d'évaluer le montant des travaux, notamment dans le cadre d'une mutation d'un bien, c'est-à-dire d'une vente, et qu'il est difficile pour eux d'aller contrôler le fait que le montant alloué ait été utilisé effectivement à la rénovation énergétique. Et puis, si on prend le cas des copropriétés, vous posiez la question tout à l'heure des freins. Énormément de freins ont été soulevés par les intervenants ici, mais ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que seulement 2 banques proposent l'éco-prêt à taux zéro. Domo Finance, pour ne pas les citer, et la Caisse d'épargne Île-de-France uniquement. Donc si on veut effectivement accélérer la transition environnementale des copropriétés, il y a énormément de solutions encore à actionner comme elles ont été citées, mais celle-ci me semble nécessaire. Et enfin, le troisième point, et ce sera mon dernier, ce sont les entreprises reconnues garantes de l'environnement, puisque le président de la CAPEB rappelait récemment que sur les 560 000 entreprises artisanales du bâtiment, seulement 63 000 sont labellisées RGE, que c'est un nombre qui a tendance à reculer d'année en année, puisqu'en 2001, elles étaient 65 000. Et nous parlons à très court terme de rénover 5,2 millions de passoires énergétiques, et je considère donc uniquement les biens F et G. 63 000 entreprises pour 5,2 millions de biens dans un calendrier qui est effectivement très ambitieux. Ça pose question. Alors j'ai vu que Bruno Le Maire visait 250 000 entreprises 2025, RGE en 2025, mais il ne nous a pas encore expliqué quels étaient les moyens qu'il comptait mettre en œuvre. Donc voilà, ces 3 sujets qui, comme j'emploierai la même expression ou la même image que M. Frémont, c'est-à-dire que ce sont aujourd'hui des freins, mais ils peuvent devenir aussi des leviers importants. Mais pour nous, ces sujets doivent être résolus pour qu'on puisse justement jouer notre rôle de facilitateur en tant qu'agent immobilier, en tant que gestionnaire locatif, gestionnaire de copropriété ou syndic, pour pouvoir accompagner les Français et pour pouvoir justement tenir ce calendrier extrêmement ambitieux. Merci beaucoup, madame. Donc, on continue avec madame Laurence Battel, qui est donc au niveau de la gestion immobilière Foncia ADB. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Foncia est un administrateur de biens, premier loueur en France avec 400 000 biens sous gestion et premier syndic de France avec 70 000 immeubles gérés. Et Foncia s'est engagé depuis 2021 de manière extrêmement volontariste dans la rénovation énergétique des biens sous gestion. Alors ça veut dire quoi s'engager de manière extrêmement volontariste? Ça veut dire que 100% de nos gestionnaires sont formés, ça veut dire que nous avons des référents travaux rénovation énergétique dans l'ensemble de la France. Ça veut dire que nous avons en 2022 signé un Green Deal avec le plan bâtiment durable dans lequel nous sommes engagés à rénover 300 immeubles complets d'ici 2025 et à date, donc depuis 2022, nous avons déjà plus de 210 copropriétés en rénovation. C'est plus de 15 000 logements en rénovation globale qui sont aujourd'hui engagés chez Foncia. Et puis, nous accompagnons nos bailleurs individuels pour leur permettre, au travers d'études très approfondies, de s'engager dans des travaux pour améliorer leur étiquette énergétique. Donc tout ça pour vous dire qu'on commence à avoir un bon observatoire de ce qui se passe sur le terrain et aussi une forte conviction qui est que la rénovation du résidentiel, le cœur de cette rénovation, c'est la copropriété et ça n'est pas le logement, enfin le bailleur.
Cette conviction s'articule derrière autour de plusieurs propositions et je voudrais revenir sur 3 propositions. 2 n'ont pas encore été évoquées et une a déjà été évoquée. La première qui est assez simple et qui concerne le calendrier 25-28 pour les bailleurs. Sans remettre en cause ce calendrier 25-28, il nous semblerait très pertinent que cette interdiction de louer si le bien n'est pas à la bonne étiquette énergétique soit effective à la remise en location et non pas au cours du bail. Je m'explique. Faire des travaux d'isolation par l'intérieur quand le bien est occupé n'est pas possible. Je vais vous illustrer ça de manière très simple. Vous avez une cuisine qui est accrochée sur un mur qui donne sur votre cour, que vous devez isoler pour pouvoir passer une meilleure étiquette. Il faut déposer la cuisine, isoler, reposer la cuisine. Et ça se fait en milieu inoccupé, ça ne se fait pas en milieu occupé. Et d'ailleurs, la loi climat et résilience sur 2023, et les biens les plus énergivores, dit bien que c'est à la remise en location que le bien est interdit à la location et non pas au cours du bail. Donc ça, c'est la première proposition extrêmement simple, extrêmement pragmatique. Seconde proposition, elle concerne l'articulation, et l'UNPI l'a évoqué, l'articulation entre le bailleur, enfin les obligations qui pèsent sur le bailleur et les obligations qui pèsent sur la copropriété dans la loi climat et résilience. Aujourd'hui, cette articulation est relativement faible. Et là aussi, nous avons une proposition extrêmement pragmatique à vous suggérer, qui est celle-ci. À partir du moment où un bailleur privé a un logement qui est au sein d'une copropriété, et que cette copropriété s'est engagée dans un plan pluriannuel de travaux avec rénovation énergétique ou dans un ravalement de façade avec isolation par l'extérieur, à ce moment-là, et qui peut prendre du temps, comme M. Saffar l'expliquait, ça peut prendre du temps. Dans ce cadre-là, les obligations de la loi climat et résilience sont suspendues le temps que les travaux de la copropriété puissent être réalisés. Et ça a évidemment un double intérêt. C'est un intérêt évidemment financier, écologique, financier pour le bailleur qui n'aura pas supporté 2 fois les travaux, une fois par l'intérieur, une fois par l'extérieur. Écologique, parce qu'on n'aura pas à mettre 2 fois des isolations, une fois par l'intérieur et une fois par l'extérieur, avec une empreinte CO2 doublée sur l'isolation. Et puis, quelque part, cette obligation qui porte sur le bailleur et qui est peu articulée avec la copro est presque contre-productive pour la rénovation en copropriété, puisque un bailleur qui s'est engagé en amont dans l'isolation, enfin dans la rénovation individuelle privative de son logement, sera un fervent opposant au moment du vote en copropriété pour la rénovation globale, parce qu'il ne voudra pas payer 2 fois. Donc pour nous, il est important de mieux articuler ce sujet. Et puis enfin, 3e proposition qui a déjà été largement évoquée, qui est autour du financement de la rénovation globale en copropriété. Effectivement, Étienne notamment, de Quérez a notamment évoqué les subventions qui sont importantes et qu'il faut souligner. Il faut souligner l'effort qui est fait en la matière. Et globalement, sur une rénovation qui coûte 100, aujourd'hui, on peut avoir 70 de reste à charge et 30 de subventions en moyenne. Ce que nous proposons, et parce que l'éco-prêt taux zéro est globalement inefficace, ce que nous proposons, c'est la mise en place d'un éco-prêt taux zéro copro, qui, avec le syndicat qui emprunte et non chacun des copropriétaires, avec un emprunt qui est remboursé et qui est attaché au lot et qui donc suit le lot au gré des mutations, avec un prêt zéro, ce qui globalement coûte finalement assez peu cher, parce que quand on regarde un peu, il doit y avoir à peu près 1,6 million. Alors, selon la police, les manifestants, ça peut être un peu différent, mais globalement, 1,6 million de logements en copropriété à rénover. Ce que l'on a pu voir sur les 210 rénovations que l'on est en train de faire, c'est qu'en moyenne, c'est 20 000 euros par logement. Après subvention, on est aux alentours de 15 000 euros par logement. Donc, ça veut dire que cette rénovation, globalement, va coûter aux copropriétaires 24-25 milliards d'euros. Un éco-prêt taux zéro à 4%, le coût pour l'État, globalement, c'est 8 milliards sur 15 ans, étalé sur 15 ans, donc ce n'est pas forcément très significatif. Et ça peut être un véritable levier pour accélérer la rénovation énergétique en copropriété, qui est le cœur du sujet. Merci beaucoup. Donc on passe au groupe Nexity avec Mesdames Olivier et Rognard.
Bonjour, merci. Alors, au même titre que Foncia, chez Nexity, on est là pour traduire un peu ce qui se passe sur le terrain. On est des vrais capteurs, plus d'1 million de clients, 700 000 copropriétaires, 200 000 bailleurs, des locataires, des acquéreurs, des vendeurs. Donc, une vue assez large de ce qui se passe avec un véritable engagement. On a signé ensemble le Green Deal 2, sur lequel on a mis des objectifs à fin 2025 assez forts pour rénover un certain nombre de biens en copropriété et bien sûr participer à des audits énergétiques pour nos propriétaires bailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, alors s'il fallait faire un petit clin d'œil au CNR d'hier et aux propositions qui ont été faites, j'avoue que quand on nous dit augmenter significativement le nombre de mon accompagnateur Rénov' de 2000 à 5000, j'allais dire nous sommes des accompagnateurs Rénov'. Donc si on a des problèmes d'idées et de budget, je pense qu'on peut se reposer sur les syndics de copropriété et nous utiliser au regard du nombre et puis du maillage territorial que nous avons, parce que notre job, c'est d'accompagner globalement nos clients, copropriétaires et bailleurs, sur un accompagnement qui est technique, certes, mais qui est aussi social et financier. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, la rénovation énergétique, aujourd'hui, elle marche. On a plus de 7000 logements rénovés en copropriété. On vient de passer le cap des 1000 audits énergétiques à la demande des propriétaires bailleurs. Simplement, si maintenant on est dans un mode d'accélération, il y a des points d'amélioration qu'il faut faire. Je me permets juste également de souligner qu'il ne faut jamais dissocier le monde de la copropriété du monde du parc locatif privé, parce que je rappelle que sur les 7,2 millions ou 7,3 millions de logements du parc privé locatif, il y en a 1,7 million qui sont étiquettes énergétiques F et G, et que sur ces 1,7 million, il y en a quand même 1,2 million, soit 70%, qui sont en copropriété. Donc, ce qui est toujours difficile pour nous, c'est quand il y a des lois qui sont différentes, alors qu'en fait, on parle des mêmes sujets. Les motivations sont là pour faire la rénovation énergétique, les freins aussi. Alors, on a réfléchi à quelques solutions. Alors, je ne vais pas reprendre, il y a plein de choses sur lesquelles je suis entièrement d'accord. Je vais essayer d'aller sur des solutions dont on n'a pas parlé, hein, ça essayer d'apporter quelque chose. Je suis OK pour un prêt copro et collectif. La seule chose, c'est que je souhaiterais que ce prêt englobe les travaux, le reste à charge et également les avances de subventions, parce qu'on oublie toujours que les subventions sont versées à la livraison des travaux, et donc quand on fait un montage financier auprès de nos copropriétaires, ils ne comprennent pas que dans le reste à charge, on vient ajouter les subventions, et donc il y a un effet temps qui est assez complexe à faire valider. Je vais venir sur un point dont personne n'a parlé, mais qui me semble essentiel, qui est le droit de la copropriété. On a des votes en assemblée générale. Aujourd'hui, il faut la majorité totale, avec une possibilité de dérogation pour une majorité simple. Notre vision, c'est qu'on peut aller plus vite en passant directement à la majorité simple, c'est-à-dire majorité des présents et représentés. Pourquoi ? Aujourd'hui, participer à une assemblée générale, 1, c'est le devoir du citoyen. C'est la vie de son immeuble. 2, je crois qu'on a tout mis en place pour qu'ils puissent participer. Présent, pas présent, vote par correspondance, à distance, en visio. Il n'y a pas une raison qui fait qu'on ne puisse pas participer à son assemblée générale. Le deuxième point sur lequel je vais revenir, c'est le recours. On a des recours sur nos projets. Le problème, c'est que le recours, il est autorisé aussi pour les copropriétaires qui ne participent pas au vote, et donc à la vie de l'immeuble. Et donc, dès que vous avez un recours sur un immeuble, qu'est-ce qui se passe ? Le prêt collectif, en tout cas le prêt bancaire, il est suspendu, il est bloqué jusqu'à l'extinction du recours. Et toutes les aides et subventions que vous avez acquises, ANA, MaPrimeRénov', ce que vous voulez, et ben en fait, vu qu'elles ont une date butoir et que ces recours durent un certain temps, tout le financement tombe par terre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je ne dis pas qu'il faut interdire le recours pour ceux qui étaient là, bien évidemment, mais en tout cas, si on ne participe pas au vote, je ne vois pas pourquoi on bloque. Et si on veut accélérer, à mon sens, ça peut être une idée. Je reviens également sur le bailleur et la loi climat-résilience. Complètement d'accord à ce qu'a dit Laurence, relatif donc à cette problématique. Il faut adapter le calendrier et simplement déclencher l'interdiction de louer à la remise en location. Ça, c'est sûr. Vous savez que le marché locatif est bloqué. On parle de bombe sociale. Je me permets de reprendre ce terme parce que je pense que c'est une réalité et qu'on verra un peu l'état de la France en septembre. Il y a beaucoup de ventes. Alors, on a interrogé 9000 propriétaires chez nous qui sont étiquettes G, donc très, très concernés par un calendrier très court.
Un tiers accepte de faire des audits énergétiques et ont les moyens d'aller jusqu'au bout. Un tiers disent non, je ne bougerai pas, le calendrier va bouger et en plus j'ai un locataire en place. Et un tiers dit je ne sais pas faire, je n'ai pas de pouvoir d'achat, je ne peux pas faire les travaux, donc je vais vendre. Aujourd'hui, on n'a pas un raz-de-marée des ventes FEG, c'est pas vrai, c'est trop tôt. En tout cas, on en a quelques-unes, ça se prépare. Je pense qu'il y a un temps long, je pense que nos propriétaires attendent. En revanche, on commence à avoir des décotes sur les biens. C'était une de vos questions, entre 6 et 10% en fonction des territoires. Il y a une chose qui me choque pour les bailleurs, c'est que notamment dans des villes qui proposent l'encadrement des loyers, l'étiquette énergétique n'est pas du tout prise en compte dans les dérogations possibles que nous pouvons faire. Donc c'est double peine. C'est-à-dire qu'il faut faire des travaux et qu'en plus, on a des loyers bloqués et qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'étiquette énergétique, ce qui ne me semble pas très juste. Donc ça, c'est un point que je voulais mentionner. Et puis, le dernier point, pour revenir sur le monde de la copropriété, c'est la difficulté des aides. Voilà, je crois que Gilles Frémont a illustré tout ce qui venait. Donc, vous nous posiez la question de savoir si on pouvait encore plus réglementer, j'allais dire. Je ne sais même pas comment font nos collaborateurs pour s'y retrouver. Donc non, s'il vous plaît, arrêtons de tout réglementer, mais trouvons des solutions assez simples. Et surtout, pour terminer, si on pouvait remettre les syndics de copropriété dans la boucle, et si vous pouviez tous vous appuyer sur nous, parce que c'est notre métier, notre savoir-faire et notre passion, on est engagé sur la rénovation énergétique, je pense que ça ferait avancer. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Rognard, pour l'instant, ça suffit? D'accord. Donc, la Fédération des promoteurs immobiliers. Je vous laisse la parole aux uns aux autres. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, merci pour cette audition. Merci aussi de nous avoir sollicité, puisque la FPI est souvent assimilée au neuf. En réalité, les opérateurs que nous sommes intervenons de plus en plus sur le sujet de la rénovation. Pour un petit rappel, donc la FPI, c'est 700 adhérents, représente à peu près 80% du marché de la production de logements, qui soient neufs ou réhabilités. La particularité, c'est qu'on est une fédération plurielle. On a des acteurs de petite taille. Moi-même, je suis opérateur, petit opérateur, mais également des grands nationaux. Et donc, on représente une frange assez large. Et on touche une clientèle également très large qui va du logement primo-accédant au logement haut de gamme, en passant par le logement social. Et c'est un rappel important, puisque à l'issue du CNR, il ne faut pas oublier que le privé représente 54% de la production de logements sociaux. Donc quand le bâtiment neuf ne va pas bien, c'est également le logement abordable, c'est également le locatif abordable et le locatif social qui sont pénalisés. Donc une fois qu'on a dit ça, conscient de ces problématiques de plus en plus importantes sur la réhabilitation, on a souhaité monter une commission réhabilitation extension, qui est un sujet qu'on n'a pas trop abordé, et rénovation. Parce qu'effectivement, notre métier, lié donc aux différentes contraintes qu'on peut avoir, liées aux ZAN, liées aussi à une politique locale qui est assez fébrile sur le fait de densifier en cœur de ville, la rénovation est une solution clairement identifiée. Donc on s'y met dans ce dispositif-là depuis maintenant plusieurs années, et la conclusion, c'est qu'on a quand même plusieurs contraintes. Les contraintes qu'on a, c'est d'abord, nous, on est un opérateur qui réalise des rénovations complètes. Donc on est effectivement, contrairement à ce qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant, on ne raisonne pas format copropriété, on raisonne format immeuble entier, et quand on prend un immeuble, on le restaure, et pour le coup, on le restaure extérieur, intérieur, on le restaure à l'échelle de l'immeuble et à l'échelle du logement, donc on a une approche globale. Les contraintes qu'on a par rapport à cette organisation de production, c'est que notre matière première est chère. Les immeubles qu'on achète, ils sont toujours en cœur de ville, et ils ont toujours une valeur vénale qui est réelle, qui est importante. Nous avons des travaux qui sont des travaux d'adaptation, qui sont des travaux lourds et qui coûtent très cher. Quand je dis très cher, ils coûtent plus cher que de faire un immeuble neuf. Donc ça, il faut l'avoir aussi en tête. Et on est également dans un travail d'adaptation, puisque chaque immeuble a ses pathologies. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, M. Lagarde le disait, les immeubles ont leur propre pathologie. Et à chaque immeuble, une solution technique adaptée et un produit adapté. Donc la conclusion, c'est que pour réaliser des opérations et pour massifier ce sujet-là, il faut pouvoir adresser une clientèle et solvabiliser une clientèle. Donc un des premiers éléments, on va dire, très absents du discours hier qu'on a pu avoir au CNR, c'est comment est-ce qu'on redonne de la solvabilité à nos acquéreurs, qu'ils soient accédants ou investisseurs. Comment est-ce qu'on travaille sur les règles de solvabilité, donc les règles HCSF. Tout ça, c'est des éléments qui, s'ils ne sont pas résolus, ne permettront pas de faire la chaîne d'après, c'est-à-dire la réalisation, les travaux et les livraisons. Alors, face à tous ces problèmes-là, qu'est-ce que nous, on peut porter comme discours ?
Le premier, c'est, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il faut qu'on ait une stabilité sur les normes. Donc nous, on appelait ça une pause normative. Il ne faut pas changer tout le temps de règles fiscales. Il ne faut pas changer les éléments qui permettent de produire du logement réhabilité, que sont le Malraux, le de Normandie. Tous ces éléments-là sont à pérenniser. Et je continue aussi à penser que le prêt à taux zéro est quelque chose qu'il faut pérenniser et qu'il ne faut pas recentrer sur une frange très réduite de la production. Le deuxième élément, c'est que pour nous, il faut, si on veut être efficace, flécher les aides pour la fiscalité à des immeubles rénovés dans leur intégralité. Aujourd'hui, le de Normandie en est un exemple. On peut faire du de Normandie à titre personnel en achetant un logement dans une copropriété, mais en réalité, il est intéressant de voir que pour qu'une rénovation soit réussie, il faut que ce soit tout l'immeuble qui soit rénové et pas simplement un appartement dans une copropriété. Donc on préconise un fléchage des aides à des immeubles rénovés par des professionnels que nous sommes. Un autre élément du coup qui est important qu'on évoquait aussi, c'est la fluidité sur les immeubles. Je disais que les immeubles sont chers. Aujourd'hui, la fiscalité est au profit de la détention. Plus on détient son bien et quand on le revendra, moins la plus-value sera importante. Ça faisait partie des propositions qui n'ont pas été retenues au CNR. Inverser la fiscalité pour permettre du coup une fluidification des immeubles qui parfois sont dans des cœurs de ville, détenus par des familles de très longue date et qui ne bougent pas et qui sont parfois délabrés tout simplement parce que la détention ne coûte rien. Le dernier point qui nous paraît important, et c'est lié à l'extension, et c'est un point qu'on n'a pas trop abordé, je mets de côté les contraintes liées à les accords de copropriété à avoir pour faire une rénovation, mais comme on sait le coût que représente une rénovation complète d'un immeuble, on préconise l'idée de dire qu'on pourrait, sur chaque immeuble, faire une réhausse qui serait inscrite dans l'accord avec la collectivité, donc faire un immeuble de plus, qui permettrait de valoriser, un étage de plus, pardon, qui permettrait de valoriser les droits à construire qui ne sont pas utilisés et qui permettrait de réinjecter de l'argent dans la rénovation complète des immeubles. Donc voilà quelques propositions qui du coup élargissent aussi un peu le débat sur la notion de rénovation et de restructuration d'immeubles, mais qui sont effectivement forcément travaillées avec l'ensemble des parties, puisqu'on ne sait pas faire d'immeubles sans avoir une relation avec des copropriétaires, et donc on est dans l'obligation d'aller sur ces démarches-là. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, monsieur? Si vous me le permettez, Madame la Présidente, merci beaucoup. Je dirais que, d'abord, en complément de ce que vient de dire Pierre, quasiment 9 opérations sur 10 en neuf sont faites sur des terrains déjà artificialisés. Donc, je crois qu'il est aussi important de dire que quand on parle de rénovation, l'acte 9 fait partie de l'activité de rénovation de la ville. Deuxième élément, on oppose souvent rénovation et reconstruction ou extension-reconstruction. L'écart en poids carbone d'une réhabilitation, rénovation et du neuf performant est extrêmement faible et se chiffre autour de 100 kg de CO2 par mètre carré par an en analyse de cycle de vie sur un volume global de 800. Donc vous voyez qu'on est sur des écarts assez faibles. Et j'insiste là-dessus parce qu'un des non-dits dans la rénovation, c'est la problématique de la durée de vie résiduelle de l'ouvrage. Nos collègues de l'Union sociale pour l'habitat ont mis en place un process sur le principe deuxième vie. Seconde vie des bâtiments. Absolument. Et vous comprenez bien que là, le sujet qui nous parle, à nous promoteurs qui sommes en charge de refaire la ville pour nos concitoyens, c'est aussi d'avoir une vision holistique sur la durée de vie résiduelle de l'ouvrage. Quel est l'intérêt d'aller rénover un ouvrage si la durée de vie résiduelle est de 20 ans ? En termes de carbone, en termes d'énergie, en termes d'investissement. Donc on a bien là un enjeu extrêmement important où, comme le disait Pierre Vital, l'approche du promoteur sur l'immeuble complet peut avoir un effet extrêmement positif sur la durée de vie complémentaire d'une rénovation complète ou bien sur une approche de démolition de bâtiments obsolètes pour refaire du neuf ultra performant. Je rappelle, Madame la Présidente, que le neuf en France, c'est la réglementation la plus performante au monde, et de très loin, que ce soit sur l'énergie ou le carbone. Donc je pense que là, on a un enjeu extrêmement important de ne plus opposer, mais de bien travailler sur une vision macro et micro, projet par projet, de quel est ce qui est le plus intéressant de faire, rénover, rénovation, extension, comme le disait Pierre, ou bien démolir et reconstruire, et ne plus opposer les éléments. Donc ça, c'est pour moi extrêmement important, d'autant plus que nous avons maintenant aussi un label dit BBC Effinergie, qui nous permettrait aussi de labelliser nos opérations de rénovation globale et flécher les aides vers des opérations de rénovation globale qui disposeraient de ce label.
Donc on a aussi les moyens et les outils pour aborder cette rénovation globale et répondre à des critères qui sont beaucoup plus performants que la rénovation dite réglementation thermique par composant. Si vous me permettez, je ferai aussi un commentaire sur les problématiques évoquées, sur les modes de calcul du diagnostic de performance énergétique, de la réglementation environnementale, etc. Je trouve quand même surprenant qu'après, dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu à présider la Fédération européenne des ingénieurs climaticiens avec 27 associations nationales. Nous avons pu travailler pendant 10 ans sur un corpus normatif européen. Et je trouve toujours étonnant qu'au niveau français, alors que l'enjeu est de refaire l'urbain et les immeubles de toute la France, on soit encore en train de travailler avec des moteurs de calcul qui sont ceux d'il y a 20 ans, qui sont ceux qui ont été développés avec des algorithmes d'il y a 20 ans. Je trouve complètement fou que l'État, l'administration, ne se donne pas les moyens, en termes de temps et de moyens financiers, de nous mettre à disposition un moteur de calcul global qui permettrait de faire le calcul théorique et conventionnel, le calcul en approche de simulation réelle de la consommation, le calcul carbone, tant en émissions annuelles qu'en émissions en analyse de cycle de vie. Et pourquoi je vous dis ça, Madame la Présidente? C'est parce qu'il y a un projet qui a été initié par nos collègues du CSTB et d'autres experts, qui s'appelle le projet Cible. Alors on nous annonce que dans 5 ans, le cahier des charges sera écrit. Excusez-moi, Madame la sénatrice, mais je pense que la France peut avoir les moyens d'une ambition forte sur ce sujet-là, à double titre. C'est premièrement, on a besoin d'un outil puissant qui crée la confiance avec nos concitoyens et pas la défiance comme c'est le cas aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a un corpus européen qui nous permet aussi, peut-être, de travailler en coopération avec nos collègues d'autres pays européens pour le mettre à disposition de pays qui n'ont peut-être pas les moyens de le développer. Il ne s'agit pas, je ne vous parle pas là de milliards d'euros, je vous parle là d'investissements en millions d'euros. Et notre fédération, il y a quelques années, lorsque la RE 2020 était sur la table, avait proposé un partenariat public-privé pour travailler ensemble avec tous les acteurs à la création de cet outil qui nous concerne tous. Ce n'est pas un outil discrétionnaire qui doit être uniquement piloté par quelques experts au niveau de l'administration. Je suis convaincu que si nous travaillons tous ensemble à la gouvernance d'un outil de ce type, rapidement, en se donnant les moyens de créer un outil qui génère la confiance, nous y gagnerions tous. Et surtout, je crois que la même chose pourrait se faire sur les observatoires, puisqu'on parle beaucoup de travaux, mais enfin, la consommation énergétique des logements, la consommation énergétique finale, depuis 40 ans, elle est de 450 à 500 TWh. C'est pas une courbe, c'est une droite. Donc, on nous demande d'intervenir sur une réduction de la consommation, d'intervenir sur une réduction des gaz à effet de serre. On n'a pas un outil qui nous permette de le faire de manière fiable, en générant la confiance. Et on nous demande d'accélérer, puisque nous n'avons pas évoqué ici la feuille de route sur la décarbonation, qui est apparemment complètement décorrélée des travaux sur la rénovation énergétique. Donc vous voyez, on a besoin de recentrer nos outils, de retravailler sur l'approche et les moyens qu'on se donne, et de fixer des objectifs, non pas de moyens, mais de résultats sur la performance des travaux qui sont mis en œuvre. Et ceci aussi est en cours avec les travaux dans le cadre du programme Profil et du programme Sereine que vous connaissez et qui pourraient être accélérés si on s'en donne les moyens. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Madame Péricot, non, c'est bon. Alors, nous ont rejoint, je vous avais déjà présenté, Monsieur le Président de la FNIM, Monsieur Loïc Quentin, et sa chef de cabinet, Bénédicte Rouault. Donc, je vais vous demander de vous prêter un formalisme auquel sont prêtés l'ensemble des autres participants à cette table ronde, c'est-à-dire de lever la main droite, de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Et je le jure. Toute la vérité, je le jure. Voilà. Et donc, comme ça, vous terminez ce tour de table déjà très complet et très vaste. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, eh bien, merci de nous entendre dans le cadre de ce dispositif et de la rénovation énergétique qui impacte tous les Français, et particulièrement le parc immobilier. Alors, la FNIM, au sein de la FNIM, il y a beaucoup de syndics de copropriété qui sont chargés de ces rénovations, et aussi nombre d'administrateurs de biens, d'agents immobiliers. Je ferai un paragraphe tout à l'heure sur les agents immobiliers et comment aussi ils peuvent être acteurs de la rénovation
énergétique. Mais notre profession est engagée depuis longtemps dans le processus de rénovation énergétique. Depuis, je dirais, la loi Grenelle de l'environnement, nous sommes saisis de ce sujet au travers de cycles de formation auprès de nos syndics de copropriété. Pendant le Covid, nous avons pas moins assuré plus de la formation de 1500 syndics pour 1500 syndics pour s'y préparer au travers du programme CoproVert et Rénovo Facile. Donc c'est tout un dispositif qui est mis en œuvre pour pouvoir accompagner la politique publique et les obligations qui sont notamment celles de la France et aussi celles de la Commission européenne d'avoir un parc décarboné à l'horizon 2050 et plus précisément à l'horizon 2030. Donc le temps presse et simplement nous sommes là pour évaluer les outils et notamment les dispositions et l'environnement réglementaire et juridique auxquels nous sommes confrontés. Nombre de mes collègues, mes confrères ont déjà développé, j'entendais ça pendant la course pour venir vous rejoindre, j'ai écouté quand même partie des débats, que je vais rejoindre, je ne développerai pas. Je pense que Olivier Safar a introduit notamment la temporalité de la copropriété au travers notamment la mise en œuvre à travers les différentes phases de retenue d'une décision, de résolution devant être adaptée par l'Assemblée générale, et en plus complété du financement, de l'obtention des primes, de la sélection des entreprises, le vote des travaux, les éventuels recours. La temporalité de la copropriété n'est pas celle qui figure et qui pourrait être exigée par les pouvoirs publics. Nous avons un temps qui est celui de la vie de la copropriété et je dirais il faut bien l'intégrer au regard de ces enjeux. Et c'est vrai que quand on regarde l'autre calendrier de la rénovation énergétique, où on a finalement interdit la location aux frappés d'indécence des logements qui ne seraient pas classés G, ceux qui seraient G au 1er janvier 2025 et F en 2028, suspendre l'indécence de ces logements heurte et notamment n'est pas productif pour le marché locatif, au contraire provoque une attrition de celui-ci et qui est mauvais, c'est un mauvais signal. Alors c'est vrai que la FNIM depuis longtemps, je l'ai entendu réclamer de suspendre cette indécence énergétique à l'adoption d'un plan pluriannuel de travaux dès lors qu'un syndicat de copropriétaires s'engage. Ce serait une preuve effectivement d'aller et d'exécuter ces travaux. Et cette suspension de la décence pourrait être de bon ton. Nous avons tout tenté, tout proposé auprès du ministre du Logement, auprès de différents services, et malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Quelque chose aussi qui nous inquiète, c'est les deux DPE qui s'opposent entre un DPE collectif et un DPE individuel qui peuvent être différents l'un de l'autre. À un moment, il va falloir faire un choix sur un DPE. Le DPE collectif nous semble le seul DPE qui puisse notamment éviter notamment une opposition entre copropriétaires. On pourrait très bien avoir un DPE individuel différent du DPE collectif et avoir une procédure contentieuse, notamment si le DPE collectif était plus favorable et d'un classement supérieur au DPE individuel. Mais j'ai entendu également parler du financement. Le financement, c'est quelque chose qui nous intéresse et depuis un moment, la FNIM s'est saisie d'une démarche auprès du gouverneur de la Banque de France, lequel a répondu d'ailleurs favorablement à cette demande en précisant qu'il s'agissait qu'une adaptation réglementaire. Le financement de la copropriété, quelle que soit, je dirais, la forme de prêt, est néanmoins un prêt collectif, mais qui est analysé au regard de la réglementation bancaire comme la succession d'un endettement en autant de copropriétaires qui auront recours, qui composent le syndicat des copropriétaires. Et à ce titre, le cumul de l'ensemble des prêts souscrits par la totalité, la collectivité du syndicat des copropriétaires excède la somme de 75 000 euros, qui est le seuil du taux de l'usure entre prêt à la consommation et prêt immobilier. Et cette addition de prêts, qui excède 75 000 francs, fait assimiler l'emprunt à un prêt immobilier, qui lui-même est subdivisé entre des prêts individuels et qui doit être géré comme tel, et notamment qui n'est pas, je dirais, suffisamment incitatif pour les banques. Le gouverneur de la Banque de France a répondu en ces termes qu'il s'agissait d'une adaptation réglementaire permettant justement de faire en sorte de débloquer ce taux d'usure, que le taux d'usure, même en additionnant l'ensemble de ces prêts individuels sollicités dans le cadre d'une structure collective, pourrait être des prêts soumis au taux d'usure liés aux prêts à la consommation. C'est une disposition qui est de nature aussi à débloquer peut-être le financement qui n'est toujours pas réglé, pour lequel nous n'avons pas de réponse, je dirais, des différentes instances, et malgré nos réclamations, parce qu'aujourd'hui, il est vrai que le reste à charge des copropriétaires doit être assuré et doit être financé. Les règles de majorité. Nous en avons entendu parler et le ministre du Logement s'est fait l'écho de vouloir abaisser depuis le mois de novembre la règle de majorité en copropriété. Je voudrais revenir sur l'histoire. L'histoire, c'est celle de la loi Elan. Lorsque nous avons élaboré les ordonnances sur la copropriété et le travail nombreux qui a été fait est fastidieux et sur lequel nous nous sommes mis d'accord.
Déjà à cette époque, on nous avait proposé, et certains avaient proposé, de ramener la règle de majorité visant à décider des travaux de rénovation énergétique de l'article 25 à l'article 24. J'étais moi-même un fervent défenseur du maintien de l'article 25, et notamment de façon à assurer un bouclier protecteur auprès de familles, auprès de gens qui sont dans une précarité, et ne pas imposer une majorité, notamment à l'article 24, où un seul copropriétaire présent, même sur 50, suffirait à décider de travaux de rénovation. La loi Elan a institué une passerelle, et cette passerelle, notamment, permet, si la résolution a obtenu au moins le tiers des voix, de décider à la majorité de l'article 24. Nous avons déjà cette passerelle qui nous permet, justement, en assurant ce bouclier protecteur, de décider à la majorité de l'article 24, dès lors qu'on a eu au moins le tiers des voix. Par le passé, et au moment de la loi Allure, nous avions un dispositif. Quand un syndic de copropriété n'arrivait pas à faire passer une décision de l'article 25, il pouvait convoquer une seconde assemblée générale. Ce dispositif a été supprimé. Je me suis entretenu avec beaucoup de députés et j'ai accordé la primeur de cette proposition, notamment tout récemment au CNTGI, pour dire que finalement nous pourrions revenir exceptionnellement dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique. Finalement, c'est un bon compromis en toutes les règles de majorité, de pouvoir, si jamais à la majorité de l'article 25-1, la parcelle de l'article 25-1 qui permet de décider à la majorité de l'article 24 si la première résolution est au moins le tiers, mais si elle n'est pas obtenue, permettre au syndic, à ce moment-là, au conseil syndical, de reconvoquer une nouvelle assemblée générale, laquelle décidera à la majorité exclusive de l'article 24. C'est-à-dire, c'est un bon compromis entre les deux, entre le souhait d'un législateur de voir immédiatement appliquer une majorité à l'article 24. Là, entre deux temps, on permet de protéger les consommateurs, et je pense que beaucoup d'associations de consommateurs, y compris la Fondation Abbé Pierre, nous suivront sur cette défense, et ils y sont très, très attachés. Permettre effectivement le respect et ce bouclier protecteur, et si la copropriété effectivement le décide, si un copropriétaire le demande, on peut refaire une nouvelle assemblée générale. Vous savez, en copropriété, il y a toujours la première assemblée générale, il faut toujours laisser un os pour que le chien s'amuse, et je crois que la deuxième assemblée générale sera propice à une décision définitive, et nous avons une grande confiance, et puis pas aussi parce que la copropriété, c'est un grand travail de pédagogie, et notamment de communication. Dans vos questionnaires, j'ai vu sur les questions posées une question qui m'a interpellé, qui est intéressante. Quel est, selon vous, l'impact d'une obligation de rénovation énergétique à la mutation sur le marché immobilier? Alors, c'est une vraie question. Et là, je voudrais dire que, finalement, la rénovation énergétique, ce n'est pas que les syndicats de copropriétaires et les syndics. Je représente les trois professions. Les administrateurs de biens, les agents immobiliers, les syndics de copropriété. Les syndics de copropriété, nous sommes tous confrontés à la décision de travaux à mettre en œuvre. Administrateurs de biens, nous sommes confrontés au quotidien par des copropriétaires qui, aujourd'hui, leur appartement étant frappé d'indécence, sont amenés à se poser la décision de vendre ou ne pas vendre. Nous sommes conseillés régulièrement sur la décision à prendre. Si nous devons entreprendre des travaux, comment faire? Donc les administrateurs de biens, qui ne sont pas syndics de copropriété pour cette fonction, sont confrontés directement à un arbitrage qu'ils doivent opérer. Un agent immobilier, aujourd'hui, est confronté, dans le cadre de l'exercice de son activité, à entreprendre une évaluation, et aussi, je dirais, en étant protégé, d'avoir un DPE individuel pour attester le classement énergétique du bien. Depuis le 1er avril 2023, les ventes d'immeubles en monopropriété, c'est-à-dire les maisons individuelles ou les immeubles en bloc, ce qui est plus rare, les maisons individuelles sont assorties d'un audit énergétique. Cet audit fixe notamment et cadre le montant des travaux à entreprendre pour atteindre une classe énergétique d'un montant supérieur. En quelque sorte, l'agent immobilier demain va être finalement un facilitateur du parcours, notamment des Français, et notamment afin d'intégrer cette valeur énergétique et notamment de la commenter. La directive de la Commission européenne vise notamment à ce qu'aujourd'hui et demain, on ait une transparence totale sur le classement. La FNIM va proposer dans quelques jours une proposition originale. Et j'en fais état devant vous. C'est vrai que, je vous donne un exemple. Un agent immobilier qui fait de la transaction, hier, il évaluait une maison à 300 000 €. Dans son DPE, au saut d'audit, on lui dit les travaux valent 50 000. La question, devons-nous majorer ces travaux sur le prix, sur les 300 000, ou devons-nous les diminuer? C'est 100 000 €. Sur 300 000, c'est le tiers. L'arbitrage, il ne va pas s'opérer là. Et on ne peut pas maintenir un tel système. Quand on fait de l'évaluation et de l'expertise, la valeur qui va s'imposer demain, c'est la valeur verte. Et on n'y coupera pas. Donc, ce n'est pas la valeur sans travaux, c'est la valeur avec travaux.
Et celle-ci qui va servir d'étalonnage et de repérage. Alors, comment y parvenir? Soit on ne fait rien, et si on ne fait rien à un moment, le législateur nous l'imposera, d'autorité une retenue sur un prix, de façon arbitraire, non contrôlée, et ça, nous ne le voulons pas. Au contraire, les professionnels de l'immobilier sont tout à fait conscients, je dirais, du travail, du rôle et de l'accompagnement du conseil qu'ils doivent avoir, et accompagner les acquéreurs et leur prodiguer les conseils. Nous allons proposer prochainement un contrat nouveau, d'ailleurs qui existe déjà juridiquement. Je l'ai évoqué auprès de monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau lors d'un entretien il y a 15 jours, lequel a accueilli favorablement cette disposition en me disant que c'est une excellente idée pour accompagner la stratégie des pouvoirs publics. Ce contrat est issu de la vente d'immeubles à rénover, qu'on appelle la VIR, et notamment que nous avons baptisé la vente en état futur de rénovation énergétique. C'est tout simplement la possibilité pour un propriétaire de choisir au moment de la mutation, quand il veut vendre le bien, à ce moment-là, c'est de le vendre avec les travaux ou de les vendre sans les travaux. Mais on a un référent et on a une valeur effectivement d'étalonnement qui nous permet de voir clair dans cet environnement des mutations et savoir quelle est la valeur effective de ce bien. C'est un double avantage, c'est de permettre dans tous les cas d'accompagner le vendeur sur cette stratégie, compte tenu qu'aujourd'hui, la préoccupation de beaucoup de vendeurs et d'acquéreurs, c'est notamment ce classement énergétique. Hier, si c'était le balcon ou la vue sur la campagne, aujourd'hui, le classement énergétique devient des critères particuliers, des critères principaux pour un acquéreur. Donc, il faut trouver un dispositif, je dirais, visant à rassurer et visant à accompagner l'acquéreur dans ce cadre-là. La vente en état futur de rénovation a lieu avec les travaux inclus, avec une garantie d'exécution et avec une exécution avant ou postérieurement à la mutation, avec une consignation du prix ou une garantie bancaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Beaucoup de choses ont été dites par l'ensemble de mes collègues. Nous sommes bien conscients, hein, je dirais, de l'ensemble des obligations qui vont être les nôtres dans le cadre des années à venir. Je dirais, tous les professionnels de l'immobilier sont des alliés de la rénovation énergétique. Je reprends, et j'ai entendu, je ne sais plus, quel de mes confrères a dit hier, oui, moi aussi, ça m'a choqué. Je crois que c'est Étienne qui a dit, à aucun moment on n'a entendu le nom syndic de copropriété. On a parlé de tout le monde, de tous les intervenants, les promoteurs, les constructeurs, les architectes, les aménageurs. On n'a pas à un moment on a prononcé le nom de syndic de copropriété. Les syndics vont être les grands artisans de la rénovation énergétique. Et on a besoin, bien évidemment, de cette reconnaissance qui doit être la nôtre, parce que nous sommes, je dirais, la cheville ouvrière de ce dispositif, et l'ensemble des syndicats et tous les professionnels sont résolument déterminés à accompagner les politiques publiques. Mais je crois que nous avons besoin, et je me permets de le dire, d'un peu plus de considération quand nous faisons des propositions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, et parfois une forme de mépris. Nous sommes des acteurs du logement, nous sommes peut-être des agitateurs d'idées, mais ça, je dirais, afin de répondre et à la défense du bien public. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux uns et aux autres. Donc, sans plus tarder, parce qu'on a encore une petite demi-heure pour échanger avant que nous accueillions la ministre, je laisse la parole à notre rapporteur. Merci Madame la Présidente. Merci déjà à vous toutes et tous pour les différentes présentations. Ce qu'on peut peut-être retenir, c'est que j'ai pas vu beaucoup de divergences en tout cas, et qu'il y avait une certaine cohérence dans l'ensemble de vos propos et en tout cas dans les propositions, même si certaines étaient complémentaires. Mais on voit bien en tout cas définit à peu près la problématique dans lequel on est. Alors, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, je pense qu'on a matière à pouvoir avancer, à pouvoir faire des propositions. C'est vrai que ça a été dit quand on intervient sur la rénovation thermique, je crois que quelqu'un l'a dit, mais c'est vrai que je pense que c'est bien de distinguer en fait les différentes problématiques qu'on peut avoir sur la maison individuelle et le particulier, où on a une problématique pour le coup très particulière en tout cas, et donc voilà, que je pense qu'il faut traiter en tant que tel. On a la question des copropriétés, et c'est vrai que sur les copropriétés, vous avez bien montré toutes les problématiques qu'on pouvait avoir, et puis ensuite on a tout ce qui peut être bailleurs sociaux, logements sociaux, sur lequel c'est une autre manière d'intervenir. Je dirais qu'elle est peut-être pour le coup plus simple, parce qu'elle est peut-être plus financière en tout cas, mais en tout cas en termes techniques, elle est peut-être plus simple. Sur les copropriétés, c'est vrai que moi j'ai beaucoup entendu la problématique DPE.
Alors après, sans rentrer dans le détail du DPE, de savoir s'il est fiable, pas fiable, etc., c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'auditions sur ce sujet-là. On entend aussi le fait de ne pas revenir en arrière, en tout cas de ne pas changer les règles. Et donc je pense que voilà, on est peut-être plutôt sur quelque chose de se dire comment on le fiabilise en tout cas. Mais voilà, on a cet outil-là. Quelqu'un parlait de thermomètre. En tout cas, il faut peut-être fiabiliser le thermomètre, mais il faut certainement le conserver. Après, il y a la question, c'est comment ce DPE, justement, on l'applique sur les copropriétés. Et vous avez beaucoup parlé justement de la difficulté d'avoir ce DPE à titre individuel, enfin en tout cas par logement. Et c'est vrai que le DPE collectif paraît plutôt une idée intéressante. Donc bon, vous l'avez déjà répondu, mais voilà, moi c'est vrai que la question qu'on a déjà pu se poser, c'est cette proposition justement peut-être d'avoir un DPE collectif qui permettrait déjà d'avoir cette orientation et qui permettrait d'avoir ces travaux dans l'ensemble. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir des DPE individuels, mais en tout cas d'avoir le DPE collectif qui soit lui seul opposable. En tout cas, ça me paraissait en tout cas un moyen assez efficace pour les copropriétés de pouvoir avancer et de ne pas être dans les différentes problématiques que vous avez pu décrire ou qu'on avait pu voir. Donc du coup voilà, si vous avez quelques éléments supplémentaires là-dessus, ça m'intéresse. J'avais un autre élément, vous n'en avez pas beaucoup parlé. C'est vrai que sur le parcours, alors c'est vrai qu'avec les syndics de copropriété, il y a un accompagnement et c'est votre métier, donc je dirais qu'on a l'expertise. Mais c'est vrai qu'on voit aussi que, vous l'avez dit, entre 16 et 19 types d'aides différentes. Donc on est dans un maquis assez complexe. On a quand même des organisations au niveau local et qui peuvent être très différentes d'ailleurs suivant les collectivités. Mais on a pu voir à la fois dans nos déplacements et puis dans les différentes auditions que quand on avait soit une agence locale de l'énergie, soit une plateforme de rénovation thermique, et notamment qui avait mis des dispositifs envers les copropriétés et un accompagnement, on avait plutôt quelque chose qui fonctionnait, en tout cas qui avait cet accompagnement-là, qui avait justement cette porte d'entrée en tout cas, et des dispositifs du coup qui étaient aussi à travailler avec les copropriétés pour pouvoir avancer sur cette rénovation. Donc je voulais savoir si vous aviez on est allé en déplacement sur l'Isère et donc sur la métropole de Grenoble avec par exemple le dispositif Murmure justement qui est vraiment lié aux copropriétés, savoir si vous aviez d'autres exemples, en tout cas si ça vous paraissait pertinent en tout cas d'avoir cet échelon local et ce lien direct au niveau des collectivités et d'avoir peut-être cette porte d'entrée locale qui permettait aussi d'avoir une spécificité en suivant les territoires. Et puis une dernière question qui était peut-être plus sur, on a parlé de la deuxième vie des bâtiments, c'est vrai que sur tous les dispositifs qu'on peut voir, dispositifs cœur de ville, etc., on voit qu'on se confronte à souvent des vraies problématiques sur comment tout simplement isoler, comment faire ces travaux-là, sur l'isolation par l'extérieur qui est très compliquée, et donc du coup des fois des interventions qui restent très limitées, à moins justement d'avoir des opérations qui soient beaucoup plus importantes et qui soient dans la rénovation globale, quoi. Et donc pareil, savoir si vous aviez des informations, enfin en tout cas des exemples en tout cas de programmes qui puissent se faire à ce titre-là. Voilà, merci. Alors, pour répondre à cette première question, Monsieur Lagarde, vous avez souhaité commencer. Oui, merci. Donc, je suis également au Césaire des Pays de la Loire. On a fait un rapport sur le tertiaire et justement l'évolution des bâtiments pour qu'ils aient des cycles de vie différents, passer d'habitation à bureau, commerce, etc. Et que les architectes travaillent là-dessus et l'intégrer dès à présent, évidemment, et dans les transformations qui ont été évoquées. C'est fondamental. D'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en pleine crise du logement. Ça fait plus de 6 mois que j'alerte, en tout cas dans notre région qui se porte le mieux sur le plan du logement, relativement, l'État, les représentants de l'État, sur le fait qu'il faut faire un vrai plan Marshall. C'est-à-dire qu'on n'en est pas à discuter. Il faut qu'on prenne des décisions rapidement, sans perdre de vue ce que l'ADEME répète, c'est-à-dire arrêter les monogestes qui sont consommateurs d'argent public, etc., et qui repoussent avec des coûts supplémentaires, avec des dégradations, etc. Moi, je voulais évoquer 3 points. L'audit énergétique, c'est la base fondamentale de savoir où on va.
Le DPE, c'est ce que je vous dis, ça cache la forêt. C'est un outil, je veux bien pour le locatif, etc. Mais l'audit, c'est fondamental. Ça accompagne, ça a une vision sur plusieurs options. Aller au moins au C, par exemple, peut-être au-delà. Les petits logements, c'est un autre élément fondamental parce que ça touche les petits retraités. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui investissent en fin de carrière pour pouvoir avoir un petit complément de retraite et on leur annonce qu'il faut faire plus de travaux que ça va leur rapporter jusqu'à la fin de leur vie avant d'aller en EHPAD. C'est quand même dramatique. Ça, c'est une réalité. Et le dernier point, c'est une réflexion que moi, je suis moitié italien du côté de ma mère. J'ai un bien en Italie et au moment de la signature devant le notaire, il m'a dit « Mais est-ce que vous voulez bénéficier du 110% » 110%. J'en ai parlé à des délégués interministériels il y a 2 ans. C'est quelque chose qui marche en Italie, c'est-à-dire qu'il y a des ensembliers, ceux qu'on a déjà évoqués, des ensembliers qui prennent tout en main, y compris l'accompagnement bancaire. Les 10%, c'est pour la banque, pour simplifier. Le reste, c'est l'entreprise qui gère l'ensemble des travaux, qui accompagne, qui est efficace, et ça va jusqu'au bout. Bon, l'État italien, actuellement, ils ont tout dépensé. Ils ont tout dépensé, tout ce qu'ils avaient comme argent. Ils ont mis 94 milliards de mémoire, je vous pardonnerai les erreurs de chiffres, pour rénover 3% des logements. Ça vous donne l'ordre de grandeur de ce qui va nous attendre. Moi, j'ai annoncé depuis le début dans mon instance que ça coûterait, ce plan Marshall, 2000 milliards. La réalité, c'est-à-dire les monogestes ou bigestes, etc., de revenir, etc. À la fin, in fine, 2000 milliards. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous remercie, évidemment, de nous avoir invités et de partager avec nous cet excellent moment. Alors, qui souhaite par rapport aux questions du rapporteur, à la fois sur le DPE collectif, réagir? Oui, Madame Olivier. Merci. Non, moi, je voulais juste revenir sur le dispositif Cœur de Ville. Et en effet, j'ai oublié de parler d'un sujet qui me paraît extrêmement important, qui est la surélévation. On en a un petit peu abordé via le neuf, mais en fait, on le fait dans l'ancien. La surélévation, c'est juste l'outil magique pour répondre à une problématique de rénovation globale des immeubles. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nos copropriétaires ne savent pas vraiment qu'ils ont un foncier aérien qui a une valeur. Et en fait, cette valeur, lorsqu'elle est vendue, bien évidemment, elle génère du cash qui permet de financer la rénovation énergétique. On pensait... La difficulté, c'est pas tant les copropriétaires, je vous le dis, parce qu'en fait, ils voient vite l'intérêt. Et on pensait que les copropriétaires du dernier étage seraient assez réticents. On pensait qu'avoir des travaux en milieu habité, c'était compliqué. Pas vraiment. On fait voter des surélévations. On est très bien vu des collectivités, bien évidemment. Et en plus, on n'a pas de problématique de stationnement complémentaire. En fait, on choisit nos immeubles en fonction de leur proximité des transports. La difficulté, bien évidemment, elle réside dans la capacité de trouver des acteurs sur le marché. C'est un métier nouveau pour construire très vite, le plus vite possible, en milieu habité léger, en hauteur. D'accord ? Ça, c'est un véritable savoir-faire. Et si on parle de la problématique de la rénovation énergétique, là, on est cœur de ville, mais va arriver le problème majeur. On est présent dans les stations de ski, des passoires thermiques dans toutes les stations, donc où en majorité à 70% des immeubles on est F et G, et donc on a un boulevard pour la surélévation. Donc voilà, c'est à intégrer dans le raisonnement parce que ça plaît, c'est pas complexe à mettre en œuvre. Bon, c'est un petit temps long parce que on rentre dans la rénovation, il faut faire voter, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on sait faire et on est en train de le tester en ville, Paris 15e, et en station à Villard-de-Lans. On pourra vous faire un rapport après, mais en tout cas, les retours sont déjà favorables. Merci. Madame Battel. Oui, pour compléter les propos de Karine, et je souscris totalement à ces propos, il nous semblerait intéressant, lors du DPE et du PPPT, du 3PT, d'inclure, d'élargir les travaux réalisés dans ce cadre-là, d'une part à un scénario qui génère 35% d'économie d'énergie, d'autre part intégrer systématiquement, au regard de ce que permet le PLU, le scénario de la surélévation qui permet effectivement de financer la rénovation énergétique
dramatique par cette surrévélation. Donc je souscris totalement aux propos de Karine. Et je voulais revenir sur le rôle de mon accompagnateur Réno ou de l'AMO que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur. Aujourd'hui, une rénovation globale en copropriété, encore une fois, je ne sais pas combien tu en as, Karine, moi j'en ai 210, tu dois en avoir... Voilà, donc on a systématiquement, le syndic systématiquement s'appuie sur un AMO, et cet AMO est là pour aller travailler les subventions, la recherche des subventions, que ce soit des subventions nationales ou des subventions locales, et cet AMO est là aussi pour travailler le financement. Donc ça existe déjà, il y a déjà ce rôle complet qui fonctionne et qui fonctionne bien. Donc en tout cas, en tant que praticienne de la rénovation, il ne nous semble pas utile de rajouter ou de complexifier ce rôle-là. Il existe, il fonctionne et il fonctionne bien. Alors, qui souhaite intervenir? Je voudrais répondre, oui, sur la partie de l'accompagnateur Rénov', puisque en tant qu'ancien membre du conseil d'administration de l'ANA, on s'est rendu compte que la plupart de ces accompagnateurs, quand on a commencé les formations, ne connaissaient pas du tout la copropriété. Ce sont des anciens des ALEC ou de l'ADEME, et on s'est retrouvé face à on va dire une porte de prison. Je suis désolé de le dire. Il a fallu intervenir sur des formations. Les premières formations, on les a faites avec l'ANA. Première formation, on a eu 250 personnes. Sur les 250, il y en avait 10 qui avaient déjà traité de la copropriété. Les autres ne connaissaient pas. Et on a commencé au mois de mars de l'an dernier, donc ça fait 1 an. Aujourd'hui, on se rend compte que les accompagnateurs Rénov' montent en puissance, mais n'y sont pas. Quand on compare ce qui s'est fait avec l'Agence parisienne du climat, étant parisien, on a globalement en moyenne sur ces accompagnateurs Rénov' 4 à 5 ans de retard. Je suis désolé de le dire, ils ne comprennent pas l'agenda de la copropriété, les décisions en assemblée générale, pourquoi c'est pas fait, pourquoi c'est pas tout de suite, c'est voté mais passer l'ordre de service. Je réponds mais non, il y a toujours ces temps de copropriété qu'il faut connaître et pour lequel, effectivement, pour eux, c'était de la maison individuelle et tout va vite. Donc attention, oui, il en faut, oui, c'est nécessaire, oui, il faut les former. Comme ont été formés tous nos gestionnaires de copropriété qui comprennent ces différents points, parce qu'on leur a expliqué comment ça marchait, comment il fallait chercher les subventions, mais tout ceci ne se fait pas en 3 minutes. Et là où on nous a dit il n'y a aucun problème, vous aurez 2000 accompagnateurs Rénov', c'est très bien, ils sont charmants. Mais en formation, on n'y était pas. Oui, monsieur Quérez. Vous voyez comme je suis assisté, c'est remarquable. Merci Pierre. Je me permettais de revenir sur les diagnostics individuels et collectifs. Donc la problématique, on l'a évoquée, mais je me permets quand même d'aller un petit peu dans le détail avec des cas pas techniques, mais pratico-pratiques. Moi, j'ai des immeubles, et je pense que je ne dois pas être le seul, des immeubles qui sont classés, on va dire, F et G. En tout cas, c'est cela que nous visons. Et nous devons faire porter au vote le fait d'investir lourdement des travaux collectifs. Forcément, lors des assemblées générales, on va leur promettre une amélioration énergétique de leur appartement individuel, mais si vous êtes propriétaire d'un appartement au 2e étage d'un immeuble de 6 étages placé plein sud, et en plus qui n'est pas un T1, vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver à une notation qui vous permettra soit de louer à terme, soit de vendre avec une décote faible, voire une surcote. Alors que si vous êtes au rez-de-chaussée plein nord avec une petite typologie, c'est en gros globalement perdu d'avance. Bon. Donc on le sait tous, mais c'est un problème très lourd parce que le copropriétaire plein nord va contribuer aux travaux sur le plan financier autant que celui qui est situé plein sud. Gagner une note énergétique F et G à du B, voire du C, c'est un score. Enfin, je ne pense pas que pour l'instant on sache encore le faire. La proposition que nous faisons, c'est de dire qu'il faut intégrer les 2 diagnostics. Et monsieur le rapporteur, vous m'avez tendu la perche. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, le diagnostic collectif doit être valorisé, voire reconnu. Doit-il être opposable? C'est encore un sujet, mais en tout cas, doit être intégré comme un indicateur permettant de louer ou de ne pas louer. Souvent, ce qui nous a été reporté, c'était oui, mais l'acquéreur d'un appartement doit connaître la consommation de son appartement. Rien n'empêche de mettre également
le diagnostic individuel pour qu'il sache que son appartement placé plein nord sera de toute façon plus consommateur que celui plein sud. Les diagnostics collectifs doivent prendre le dessus, à mon avis, parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Et pire, si on y arrive, je pense qu'on va mentir aux copropriétaires en leur promettant une amélioration énergétique qui, de toute façon, sera décevante. Voilà. Et celui qui est plein nord, il ne changera pas sa situation géographique, c'est-à-dire qu'il est plein nord, il vendra de toute façon plein nord. Donc dans le prix, la décote sera sur le diagnostic individuel, mais dans son interdiction de louer, on dira vous avez collectivement fait un effort, et donc vous avez quand même le droit de louer. Mais le locataire sait qu'il a un logement. Voilà. Je pense que ce sujet-là, si on l'aborde pas maintenant, on va le traîner très longtemps. Ça va être des conflits d'acquéreurs, de vendeurs. Surtout, je vous rappelle, le diagnostic est opposable. Donc voilà, je pense que ce sujet-là, on doit le traiter d'ores et déjà en y mettant les deux diagnostics. Merci. Monsieur Cantat. Je voudrais intervenir, rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé. Je dirais donc c'est un programme ambitieux. On va devoir faire face à d'importants travaux. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'éligibilité MaPrimeRénov', seules les entreprises disposant d'une qualification RGE peuvent prétendre à accompagner les propriétaires et les copropriétaires. C'est quelque chose qui a été quantifié, qui est un chiffre, je crois, Bruno Le Maire l'a évoqué, réel mois de novembre 2022, 16% des entreprises, des 700 000 entreprises, disposent de cette qualification et son nombre est en diminution. Bruno Le Maire lui-même précisait qu'il fallait multiplier ce chiffre par 4 pour répondre à l'ambition de ces travaux. Mais je pense que même ce nombre est insuffisant. Pourquoi ? On le sait tous, dans nos immeubles, les immeubles que nous gérons, nous sommes toujours à flux tendu sur des corps de métier qui sont rares. Je pense aux zingueurs, je pense aux couvreurs, je pense même aux chauffagistes, aux électriciens. On a des difficultés même à assurer des fois, je dirais, l'entretien curatif de nos immeubles, mais je ne parle pas de l'entretien préventif. Aujourd'hui, on va rajouter des couches de travaux complémentaires dans le cadre de ce plan de rénovation. J'aimerais qu'on ait une approche, je dirais, chiffrée de l'importance des travaux de rénovation énergétique et les rapporter notamment au chiffre d'affaires du bâtiment existant aujourd'hui. Et on se rendra vite compte que nous sommes en sous-effectif et de façon très, très importante. Donc je crois qu'on parlait d'un plan Marshall tout à l'heure. Oui, c'est vrai, il faut un plan Marshall et de la formation. Si on veut gagner ce défi de la rénovation énergétique, il faut adapter les capacités, je dirais, des entreprises, du bâtiment et qualifiées pour réaliser ces travaux, je dirais, à la situation à laquelle on va être confronté. On ne peut pas être autre aujourd'hui dans, je dirais, un système où les entreprises seraient de plus en plus rares et on sait ce que ça se traduit en termes d'économie, dans l'économie générale. Il faut au contraire arriver à un équilibre et accompagner l'ensemble de ces immeubles. Donc il y a un plan Marshall important, à la fois sur la formation et la création d'entreprises. Vous savez, j'ai toujours entendu, moi, les politiques, l'occasion de grandes campagnes, dire que la rénovation énergétique et l'écologie, c'était un gisement d'emploi. Nous avons une opportunité historique maintenant pour le démontrer. Eh bien, il va falloir faire une transformation, notamment de ce que nous avons dit, ce que nous avons entendu. Je crois que parce que nous en avons besoin de ces entreprises. Donc il faut un plan Marshall de la création de bâtiments pour avoir les entreprises dont nous allons avoir besoin de disposer. Monsieur Vital voulait prendre la parole. Oui, c'était en complément pour la question de monsieur le rapporteur sur les zones où on pouvait aussi faire de la rénovation complète. Comme je le disais tout à l'heure, la rénovation complète nécessite du coup un coût d'achat des bâtiments élevé, un coût de rénovation assez élevé. Un des sujets qu'on pourrait pousser, c'est lié au territoire où on produit ces logements réhabilités qui nécessitent une fiscalité qui est souvent celle du Malraux, qui est souvent poussée pour faire les opérations. Donc il peut y avoir une question de zonage. Où est-ce qu'on fait, est-ce que ces PSMV, donc les quartiers sur lesquels on produit du logement Malraux, est-ce qu'ils sont toujours adaptés? Ils ont été élaborés il y a fort longtemps, donc est-ce qu'il n'y a pas besoin de les rebâtir et de les retravailler? On a vu que les zonages en Action Cœur de Ville n'ont pas pour l'instant porté leurs fruits, puisqu'on a eu très peu de production de Normandie. Donc peut-être plus capitaliser sur le Malraux, sur des zonages à définir. Et après, peut-être Franck avait un complément sur un autre aspect. Oui, en complément sur le Malraux, c'est aussi travailler sur la possibilité des extensions. Un certain nombre de pays européens, dont la Grèce, pour ne pas la citer, autorisent
la surélévation ou l'extension sur des bâtiments monuments historiques pour éviter qu'ils se délabrent et qu'au contraire, ils soient à nouveau vivants plutôt que stoppés dans leur évolution. Donc on a un double travail sur le Malraux, hein, c'est l'élargissement des usages, c'est-à-dire ne pas s'arrêter qu'à l'usage pur d'un seul usage logement, parce qu'on a souvent des typologies d'actifs dans lesquels on va installer un commerce, des activités tertiaires au sens large. Donc élargir le champ du Malraux, élargir son zonage et aussi en élargir la capacité de faire des extensions, des surélévations qui s'appliquent aussi bien dans les rénovations globales que dans les rénovations en milieu occupé, telles que l'évoquaient nos collègues sur les copropriétés. Aujourd'hui, vous disiez, vous avez des exemples qui fonctionnent sur les surélévations. J'en suis fort heureux, mais nous, on a au contraire énormément d'exemples où nous sommes bloqués par un PLU qui nous l'interdit, par l'incapacité à pouvoir le faire pour des raisons ensuite d'ABF, absolument, où on a des blocages sur les hauteurs libres et la possibilité de faire. On veut revitaliser, comment dirais-je, les villes moyennes et le périurbain. Nous avions émis un rapport avec le plan bâtiment durable et l'ARIX, hein, qui sont les évaluateurs immobiliers en France, en 2020, que nous avions remis à Madame Wargon. Vous retrouvez déjà toutes ces propositions, on vous les transmettra. C'est extrêmement important de permettre de retrouver une agilité dans l'acte de relancer la rénovation, tant en milieu occupé qu'en capacité de retravailler de l'existant qui est vide ou en cours de délabrement. Et on a aussi des propositions qui peuvent vous paraître surprenantes, de type remembrement, comme cela s'est passé dans le milieu agricole dans les années 60. Vous avez un certain nombre de propriétaires dans les petites villes qui sont propriétaires de plusieurs appartements dans plusieurs immeubles. Il y a un moment, il faut se poser la question du remembrement pour pouvoir agir sur les immeubles complets, pour pouvoir rénover des immeubles complets, retrouver des respirations dans ces villes et ces centres-villes. Changer les affectations. Vous avez le cas, par exemple, d'affectation où les logements étaient uniquement dans les premiers niveaux. Les gens recherchent de la lumière, vous leur mettez les logements au 4e et 5e niveau. Donc il faut faire des extensions, rendre les terrasses accessibles, surtout dans le sud de la France, ce qui n'était pas le cas sur un toit avec des tuiles romaines. Enfin, vous voyez tous les enjeux que ça implique, et si on essaie de tout légiférer, on n'y arrive pas. Donc il faut bien que nous ayons une législation cadre qui pousse à la réglementation et qui, en fait, demande uniquement aux maires de justifier son opposition, et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, dans la plupart des cas, où c'est le maire qui doit, avec son conseil municipal, prendre la décision et voter les modifications de PLU, les dérogations, ça. On nourrit effectivement énormément de conseils, tant mieux pour eux, et on les adore, pour travailler sur des dérogations qui, si elles étaient de fait, seraient sans doute beaucoup plus simples pour nous tous de travailler sur la capacité d'exploiter au maximum les plans locaux d'urbanisme, travailler sur les extensions, travailler sur la rénovation globale, avec des performances dans lesquelles on peut s'engager, je vous l'ai cité tout à l'heure, sur le BBC Rénovation. Donc on a les moyens, mais on est souvent bloqué par des articles de loi ou des décrets qui redonnent la possibilité d'être bloqué par des acteurs administratifs ou parce que parfois non sachant dans ces évolutions-là. Puis dernier point que je voulais évoquer, la Commission européenne permet dans ses évolutions sur la TVA de proposer une TVA à taux réduit à 10% sur les travaux de rénovation énergétique. Pourquoi la France ne s'en empare pas? Vaste sujet sur la TVA. Il y avait M. Frémont derrière vous. Oui. Pour reprendre précisément certaines de vos questions qui sont dans votre questionnaire relatives aux copropriétés, à la question 10, est-il souhaitable d'adapter le calendrier des interdictions de passoires énergétiques prévues par la loi climat pour les copropriétés? Adapter, oui, en tout cas prévoir peut-être des dérogations si le syndicat des copropriétaires donne des gages. On craint un très fort contentieux qui va opposer les bailleurs, les copropriétaires bailleurs au syndicat des copropriétaires, puisque si le copropriétaire bailleur arrive à démontrer qu'il a fait le maximum de travaux chez lui pour s'isoler et que malgré tout sa note reste dégradée et que de ce fait il est interdit de louer,
il va, et je crois qu'on a déjà un cas, une assignation, il va se retourner contre le syndicat des copropriétaires pour le préjudice subi, c'est-à-dire la perte de son loyer, et il va tout simplement demander à la copropriété de lui payer son loyer. Donc il me semble pertinent de prévoir une dérogation pour l'interdiction de louer si le bailleur démontre que la copropriété a voté en Assemblée générale un plan et que lui-même a voté favorablement à ce plan. Est-il souhaitable et possible d'accélérer, ça c'est la question 12, la prise de décision en copropriété concernant la rénovation énergétique en augmentant la fréquence des assemblées générales? Ça ne me semble pas nécessaire puisqu'il est tout à fait possible et assez facile de réunir des assemblées générales extraordinaires entre 2 assemblées générales annuelles. Donc il ne me semble pas nécessaire de modifier encore une fois la loi de 65, en tout cas à ce niveau-là. Et la question 16, le calendrier mis en place par la loi climat et résilience pour la rénovation des copropriétés, donc DTG, PPT, vous paraît-il adapté? On a beaucoup de calendriers. Aujourd'hui, on a le calendrier des interdictions de louer, on a le calendrier des plans pluriannuels de travaux qui diffèrent lui-même en fonction de la taille de l'immeuble, plus de 200 lots, entre 50 et 200 lots, moins de 50 lots, donc on s'y perd dans les calendriers. On a le calendrier du DPE collectif qui est lui-même différent du calendrier des PPT, et on a le calendrier tout simplement des entreprises et de leur carnet de commandes, de leur disponibilité, et le calendrier de l'Assemblée générale qui est de la copropriété qui lui-même le temps long, puisque les décisions doivent mûrir. On est dans des mini-démocraties, comme vous le savez. Alors est-il trop tard pour harmoniser tous ces calendriers? Je le disais tout à l'heure, nous en avons assez de la fluctuation des lois. Donc je pose la question ici, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour harmoniser? Je n'ai pas vraiment la réponse. Et j'insiste, et je reviens sur la question 19, les obstacles à l'emprunt collectif. Je l'ai évoqué. Il me semble nécessaire de modifier, de simplifier l'article 26-4 pour ne laisser plus qu'un seul prêt collectif. Je me permets ici d'insister, le vrai prêt collectif accordé aux syndicats des copropriétaires, auquel tous les copropriétaires seront obligatoirement adhérents, si j'ai envie de dire, mais ils paieront le remboursement du prêt au titre de leur charge. Et au lieu d'avoir 4 appels de fonds travaux, ils auront 50 appels pour rembourser l'échéancier. Ça, on sait parfaitement faire. On observera, je pense, lorsqu'on aura un prêt collectif bancaire simple, de nouveaux acteurs bancaires qui arriveront peut-être sur le marché, puisqu'aujourd'hui, le prêt Copro 100, qui est un faux prêt collectif, un prêt multi-individuel, est une sorte d'ovni pour les banques. Elles ne comprennent pas, finalement, elles ne savent pas vraiment qui sera l'emprunteur final. Donc, elles demandent tout un tas de pièces, de documents, de dossiers, et qui se transforment en usine à gaz pour le gestionnaire. Je le disais tout à l'heure, moi-même, je n'ose même plus proposer ces faux prêts collectif. Donc, le vrai prêt collectif, mais évidemment, le faire voter non plus à l'unanimité, bien sûr, mais à la même majorité que se votent les travaux. Sinon, c'est impossible d'obtenir l'unanimité dans une copropriété. Vous le savez bien. Et tout dernier mot, je reviens dessus. La surélévation, effectivement, est une bonne solution. J'ai moi-même rendez-vous en fin de semaine avec un opérateur architecte qui s'est spécialisé dans la surélévation. On verra quels sont les immeubles qui sont possiblement techniques pour faire cette surélévation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, je pense, marche. Il est vrai que la loi Allure a facilité la surélévation en réduisant la règle de majorité de l'article 26 à l'article 25 pour les zones où on a les secteurs où on a un droit de préemption, en supprimant le droit de veto du dernier étage, des propriétaires du dernier étage pour le transformer en droit de préférence. C'était une bonne chose. Et en supprimant le COS, évidemment, ça a permis de libérer du foncier. Donc ça, je pense qu'il faut également insister dans cette voie qui me semble tout à fait saine et faisable. Alors, je crois que M. Quentin voulait encore réagir. Je voulais faire une dernière intervention, notamment parce qu'on parle de rénovation énergétique, ça ne concerne pas que les parcs des copropriétés. Quand on a fait une représentation des logements classés F et G à partir des diagnostics qui ont été donnés, et on s'est rendu compte, on a superposé 2 cartes, à la fois les logements classés F et G et les logements vacants. Et on s'est rendu compte qu'il y a une parfaite concordance, je dirais, dans une diagonale du ville, de l'est au sud-ouest, et notamment un patrimoine qui fait l'objet de la vacance. Pour mémoire, il faut rappeler que ce parc de logements vacants
a grandi de 1 million de logements en 15 ans. Et ces logements sont laissés de côté. Ce sont des logements qui font partie du territoire national, qui font partie de notre richesse aussi. Et ce sont des logements abandonnés pour lesquels les familles n'ont plus les moyens. Et je rebondis sur les annonces du CNR qui notamment prévoient que le prêt à T0 sera seulement accessible pour la rénovation des appartements dans les zones tendues en collectif, et on a exclu les maisons individuelles, et tout ce patrimoine écarté de ce dispositif. C'est une grave erreur. Et quand on veut faire de la rénovation énergétique, eh bien on se penche sur le patrimoine auquel veulent avoir accès des ménages futurs et primo-accédants en propriété. Donc la rénovation aussi participe de ce soutien, et notamment au maintien de la valorisation de ce patrimoine qui est oublié dans des territoires qui sont aussi oubliés. Et la rénovation énergétique, ce n'est pas uniquement les grandes agglomérations. Deuxième chose, je voudrais faire une observation sur une question qui a été posée à Olivier Klein lors d'une réunion plénière de 40 personnes. Sur le site de la DGHUP figure une réponse selon laquelle l'indécence énergétique trouve à s'appliquer notamment non pas au 1er janvier 2025 pour les appartements classés G, mais au renouvellement du bail. Je m'explique. Un propriétaire bailleur aujourd'hui qui conclut un bail de 3 ans, avec un bail prenant effet au 1er juillet 2023, se retrouve, dans tous les cas, exposé au 1er janvier 2025 à avoir un logement indécent. Il est bien dit qu'un logement classé G est indécent au 1er janvier 2025. Sur le site de la DGUP, on dit non, il n'est pas indécent, il sera indécent au 1er juillet 2026. Ça, c'est la réponse du ministère. Nous ne connaissons pas la position du juge judiciaire. Et là, ça fait courir un gros risque à nombre de professionnels d'amener des propriétaires aujourd'hui à conclure des baux de 3 ans et avoir une période intermédiaire où ils vont être exposés au 1er janvier 2025 avec un recours possible du locataire à l'encontre du propriétaire. Nous voulons une réponse précise et nous ne l'avons pas et personne ne la prend. Donc, vous voyez, c'est un contexte. Il faut mesurer toutes les conséquences d'un tel dispositif. Nous sommes professionnels, on doit accompagner nos propriétaires, mais les interrogations et les questions qui nous sont posées au quotidien nous mettent dans une situation très embarrassante et nous ne voulons certainement pas voir notre responsabilité professionnelle engagée sur un manquement à cette réponse. Bien, écoutez, je pense qu'il faut qu'on... Voilà, on va terminer, c'est pile poil 16h. Je suis désolée parce que c'était passionnant et certainement vous avez encore bon nombre de choses à nous dire, mais on nous signale que Madame la Ministre vient d'arriver. Donc je vous remercie. Si vous souhaitez, par rapport au questionnaire, voilà, nous faire passer quelques compléments d'information, vous le faites passer assez rapidement puisque on envisage de rendre notre rapport à la fin du mois de juin et publiquement première semaine de juillet. On vous remercie très sincèrement et on sait pouvoir compter sur votre mobilisation pour relever ce défi de la rénovation énergétique. Merci à vous tous. Merci.